Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler Formule 1, on va faire le débrief de ce Grand Prix d'Espagne qui avait lieu sur le circuit de Catalunya en Espagne, une nouvelle configuration du circuit de Catalogne, on va revenir dessus. On va bien entendu noter les pilotes français, noter les pilotes au top, noter tous les pilotes, les 20 pilotes de cette grille de Formule 1. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la course, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à dire si j'ai été trop dur, pas assez dur avec certains pilotes, n'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on va commencer tout de suite avec la note du Grand Prix. Alors non, je voulais déjà revenir sur un petit élément avant la note du Grand Prix, c'est les pénalités. Parce que je trouve que il y a quand même certaines pénalités qui sont mal fichues aujourd'hui en Formule 1. Bien entendu, on va commencer avec notre ami Mazepin, qui s'est pris une pénalité pour avoir gêné en qualification Lando Norris. Et le problème, c'est que la pénalité lui a absolument rien fait. Il a perdu juste un point sur son permis de conduire, son permis FIA. Mais en soi, il n'a pas été énormément pénalisé alors qu'il a gâché un tour à Norris. Et je pense que la course de Norris et le samedi en qualification de Norris ont quand même été largement embêtés par ce qu'a fait notre ami Mazepin. Et je trouve qu'il y a des pénalités, on pourrait trouver d'autres solutions que simplement les places sur la grille. Est-ce que provoquer des pénalités de type le week-end suivant, lors de la première séance d'essai libre, vous n'avez pas le droit de rouler, ou c'est un pilote d'essai qui doit rouler et pas le pilote titulaire pour vous gêner un petit peu, ne pourrait pas être intéressant? C'est quelque chose dont je réfléchissais, parce que par exemple ne pas pouvoir rouler pendant une séance d'essai est plus contraignant que de perdre une place sur la grille, ou de perdre 0 place sur la grille, ou pourquoi pas partir des stands. Quand on est dans ce genre de cas, partir des stands, parce que partir des stands, ça vous fait partir 15 secondes après les autres. Mais je pense qu'il y aurait des solutions à trouver autres que cette pénalité qui, au final, n'a absolument pas posé problème à Mazepin, qui a ensuite fait un magnifique Grand Prix en ne respectant pas toujours les drapeaux bleus. La note du Grand Prix, moi j'ai mis 9 sur 20. La fin de Grand Prix m'a intéressé. Pendant toute la course, la bagarre entre Verstappen et Hamilton m'a intéressé. La fin de Grand Prix m'a intéressé parce qu'il y a eu des belles remontées avec cette stratégie à 2 arrêts qu'ont employé même plutôt certains pilotes. Les qualifications étaient assez intéressantes parce que ça s'est joué à pas grand chose. Mais en soi, j'ai eu un gros ventre mou pendant le Grand Prix. Alors je l'ai regardé en 2 fois, faut savoir, et je pense que si je l'avais regardé en 1 fois, la note aurait été pire. Je l'ai regardé en 2 fois parce que je regardais l'étape du Giro, du côté de ce Grand Prix, le circuit est quand même, moi, m'a jamais passionné. En Catalogne, même en pilotage, pour avoir joué à de nombreux jeux de voiture avec ce circuit-là, c'est un circuit qui ne m'a jamais passionné déjà. Et je trouve qu'on n'a jamais eu des courses extrêmement intéressantes. Alors, ils ont modifié le virage 10. Vous pouvez le voir sur les images, l'angle est beaucoup plus ouvert. En fait, on est revenu à une configuration avant 2004. En 2004, on avait mis cette épingle pour créer déjà une zone de dépassement, alors qu'avant, le virage était beaucoup plus arrondi. Moi, je trouve que le fait d'avoir une chicane, le fait d'avoir une épingle, on va dire, ça permettait d'avoir des dépassements. Et là, on a retiré une zone de dépassement. C'est pas comme si le circuit en avait 150. Pour moi, en plus, ce n'était pas l'endroit le plus gênant du circuit. Pour moi, l'endroit le plus gênant, c'est pas ce virage 10, c'est l'enchaînement 12, 13, 14. Cet enchaînement-là, depuis qu'on l'a foutu, c'est depuis ce moment-là qu'on a vraiment des Grands Prix d'Espagne absolument catastrophiques en termes de spectacle. Avant, on avait un peu plus de spectacle parce que vous pouviez sortir au 15. Aujourd'hui, sortir au 15, c'est impossible. Parce que le 15, fallait pas le prendre à pleine vitesse. Il y avait un défi avec le 15, qu'il n'y a plus. Il n'y a même plus de défi de pilotage, en fait, sur cette piste. À part le virage 9, qui se passe à fond. Vraiment, mais je trouve qu'il y a peu de défis de pilotage. Et surtout, avant ce circuit, donc il y avait l'enchaînement, donc 11, donc 12, 13, parce qu'à l'époque il n'y avait plus que 2 virages, je trouve que c'était un vrai défi et vous pouviez faire des erreurs. Et là, l'enchaînement, donc 12, 13, 14, est une catastrophe et en plus en termes de pilotage, c'est nul, quoi. À part bousiller les pneus arrière, ça n'intéresse vraiment personne. Donc je pense que si on modifiait cette section-là, on pourrait peut-être retrouver du spectacle. On passe tout de suite au bilan des Bleus.
Alors, du côté du bilan des Bleus, du côté des notes, on va essayer de faire bien plus rapide que d'habitude. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a le Giro, et pour lui upload des vidéos, sinon ça va être compliqué. J'ai aussi la F3, il y a de l'athlétisme également. Je vais voir si je vais faire une vidéo sur le meeting d'athlétisme qui s'est déroulé là il y a samedi ou dimanche, je sais plus, au Japon, qu'on verra tout ça. Mais on va commencer, qui était une répétition pour Tokyo, donc il y aura beaucoup de choses à dire. Du côté donc des pilotes français, moi j'ai mis un 13 sur 20 pour Esteban Ocon. J'ai trouvé que son week-end était solide. À Esteban Ocon, il a fait le travail. Dommage la stratégie à un arrêt de la part de Alpine, mais c'est pas vraiment de sa faute. Ils ont tenté la stratégie à un arrêt qui n'a pas marché. C'est surtout qu'en plus ils ont mis leurs 2 œufs dans le même panier pour Alonso et Ocon. Ocon a un peu moins souffert, mais je pense que s'il fait une stratégie à 2 arrêts, il peut finir devant Carlos Sainz, il peut finir donc 7ème. Et donc c'est des points de perdus pour Alpine, c'est un petit peu dommageable. Après, sur le Grand Prix, Ocon il a été solide. On voit que c'est un pilote qui est en pleine confiance en ce moment, qui a plutôt la baraka. Bon voilà, lui de poursuivre. Du côté de Monaco, c'est un circuit où ça va être plus compliqué pour lui parce qu'il n'a pas roulé depuis 2 ans à Monaco. J'ai pas souvenir en plus qu'il avait fait des résultats exceptionnels à Monaco, que c'est un circuit qu'il affectionnait énormément dans sa carrière auparavant, donc ça sera peut-être compliqué pour Esteban. Mais la voiture marche bien, il arrive bien à faire marcher la voiture aussi, il arrive bien à s'en servir, bien de l'utiliser. Bon, dommage à la stratégie, mais sur le week-end d'Esteban est solide. Je continue avec Pierre Gasly, week-end beaucoup plus difficile pour Pierre, déjà donc 10 sur 20 pour Pierre Gasly, une élimination en Q2 pour quelques millièmes, je crois qu'il y a 14 millièmes, mais forcément en Catalogne, ça vous met dans une situation beaucoup plus compliquée. Erreur sur la grille de départ où il se place beaucoup trop loin de son emplacement, beaucoup trop devant son emplacement. Là aussi, c'est une erreur bête. Et puis après, il fait un Grand Prix solide. Si tu enlèves ces 2 problèmes-là, le Grand Prix est plutôt pas trop mal. Donc c'est pour ça que je mets la moyenne. Il finit 10e, il prend quand même un point. Mais c'est vrai que je pense que Pierre se disait, bon, une 8e place était jouable. Et chez AlphaTauri, en plus, une 8e place, je pense qu'en ce moment, on n'aurait pas dit non parce que j'ai l'impression qu'ils se sont vus quand même un peu trop beaux dans cette équipe. C'est-à-dire que la voiture marche quand même moins bien que ce qui était prévu. À Bahreïn, pendant les essais de pré-saison, ils étaient plutôt très bons. Mais ils ont oublié que Bahreïn était un circuit atypique. Et en plus, il y avait des conditions difficiles avec pas mal de vent quand ils ont fait les essais de pré-saison à Bahreïn. Donc à Bahreïn, la voiture s'en est pas trop mal sortie. Par contre, dès le Grand Prix d'Émilie-Romagne, ça a été beaucoup plus compliqué. Et là, on voit une voiture qui n'est pas simple à piloter. l'AlphaTauri, faut se battre un petit peu avec. Et forcément, quand tu te bats énormément avec ta voiture, au bout d'un moment, tu peux pas être hyper performant. Alors, Pierre Gasly fait le maximum, comme souvent, mais là, il en a un peu trop fait sur ce Grand Prix. Et puis, je pense que l'ambiance doit pas être exceptionnelle, avec un Tsunoda qui hurle sur tout le monde. Ça n'a pas aidé pour la sérénité de l'équipe. Et même dans l'équipe de Gasly, ça doit impacter foncièrement le fonctionnement du pilote français. Les pilotes au top, je commence tout de suite avec Lewis Hamilton. Masterclass de stratégie de la part de Mercedes, 19 sur 20 pour moi, pour cette équipe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont absolument rien raté. Ils n'ont rien raté du week-end du côté de Mercedes. Lui, il fait sa 100e pole position, ce qui est quand même un chiffre... Il était interviewé par Pedro de la Rosa, c'était assez sympa de voir l'interview avec Pedro de la Rosa en fin de qualification. C'est vrai que Pedro de la Rosa, il était chez McLaren quand Hamilton est arrivé. C'était le deuxième pilote à l'époque, en 2006, pour ceux qui s'en souviennent, quand Montoya était parti en cours de saison. Et de la Rosa, il a vu l'évolution de Hamilton. Ce qui est assez incroyable, c'est te dire qu'il y a eu 100 pole positions. Alors certes, il a été avantagé bien entendu par les saisons à plus de 20 Grands Prix, contrairement à Senna ou d'autres, ou même Schumacher, mais ça montre également sa longévité. Et sa longévité, les premières années, c'était quand même pas dit. Quand on l'a vu débarquer, on s'est dit, bon, il sera peut-être champion du monde une fois, 2 fois, mais pas 5 ou 6. Et c'est un pilote qui a mûri, c'est un pilote qui a su progresser, qui a su s'améliorer, qui a énormément travaillé. Par exemple, dans sa première année chez Mercedes, mais même dans sa fin de période McLaren.
Ouais, c'est un pilote aujourd'hui qui est une machine. Je pense que Niki Lauda également lui a beaucoup apporté chez Mercedes dans les premières années. Le fait d'être tombé sur Nico Rosberg, ça l'a bien remobilisé en 2016. Et aujourd'hui, il est intouchable. Mais Hamilton est un pilote complètement dingue. Et là, sur le Grand Prix, pourtant, c'était mal embarqué face à Verstappen, qui avait très très bien démarré. Mais ensuite, masterclass de la part de Mercedes, parce que Mercedes optimise tout, et même la stratégie. Et ils ont fait une masterclass à Red Bull. Et une deuxième fois, comme la Hongrie. C'est que la Hongrie, les mecs de Red Bull s'en souvenaient encore. Bah, là, ils vont se souvenir du Grand Prix d'Espagne 2021 parce qu'ils s'en sont pris une bonne démonstration. Je continue avec Verstappen. Verstappen, 16 sur 20. C'est pas un mauvais week-end de la part de Verstappen, très clairement. Le pilote néerlandais, en qualification, il fait son maximum. Il a également, un premier virage, on peut pas faire mieux que ça. Et puis, il a tenu pendant 60 tours face à Hamilton. Premièrement, ils se font avoir par Mercedes. Parce que, certes, Hamilton change de direction au dernier moment pour rentrer au stand. Mais les mecs, les mécanos de Mercedes étaient déjà prêts. Parce qu'il y a 10 secondes pour arriver au stand. Donc ils étaient déjà prêts à ce moment-là, les mécanos de Mercedes. Donc ils se sont fait surprendre parce qu'ils n'ont pas été assez attentifs du côté de chez Red Bull. Et puis ensuite, du côté de Verstappen, bah, il a quand même été un petit peu en difficulté tout le week-end. Alors certes, samedi, il s'en sort bien, mais en difficulté parce qu'on voyait sa voiture, il n'était pas aussi à l'aise avec sa voiture que, par exemple, ce qu'on avait pu voir au Portugal ou ce qu'on avait pu voir à Bahreïn. Là, on sentait la voiture un peu plus délicate à conduire, un peu plus comme l'année dernière, où c'est vrai que c'était une voiture assez nerveuse. Et c'est vrai que l'Espagne est souvent un révélateur de bonnes voitures. Et donc j'ai un peu peur quand même pour Red Bull et pour Verstappen parce que j'ai l'impression que la Mercedes, elle est pas si mauvaise que ça. Quand on voit... Et puis surtout, Mercedes sait travailler. Et je pense que chez Red Bull, bah, il y a encore un déficit sur les processus de travail et encore une fois sur la stratégie. Parce qu'ils se sont fait avoir en termes de stratégie. Et ils se sont fait avoir un petit peu comme des bleus quand même, du côté de Red Bull. C'est bien de savoir faire un arrêt en 1 seconde 86. C'est mieux de faire cet arrêt-là au bon moment. Et Verstappen, oui, bah, il se fait dépasser. Et je pense qu'il devait être assez... il était déçu quand vous voyez l'interview d'après-course, mais je pense que du côté de l'équipe de Christian Horner, on a dû se prendre une petite remontrance de la part du pilote néerlandais. Charles Leclerc, 15 sur 20. Pas grand chose à dire du côté de Charles Leclerc. Il a utilisé le maximum du matériel qu'il avait. Il a menacé pendant très longtemps Valtteri Bottas. Voilà, après, bon, il ne pouvait pas rester devant Bottas très longtemps, mais il finit devant une Red Bull, ce qui est une belle performance de la part de Leclerc. Et puis, je dirais pas dans la facilité, mais presque. Et il le dit qu'en interview, c'est très motivant, Charles Leclerc, parce que c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il a dû se battre à 180% de ses capacités physiques. Il a fait une belle course, solide, mais il a pas surpiloté, il a piloté normalement. Donc ça montre également que du côté de chez Ferrari, on a fait d'énormes progrès au niveau châssis, parce que l'année dernière, sur une piste comme celle-là, ils étaient nulle part, Ferrari. Aujourd'hui, ils sont bien meilleurs. Au niveau stratégie également, ça a l'air d'aller mieux. En même temps, l'année dernière, je crois que tout le monde s'était démobilisé au bout de 3 courses dans la saison. Donc là, c'est un peu mieux. Et du côté de Charles Leclerc, oui, bah, une course encore solide, devant son équipier, devant Pérez. À lui de continuer comme ça sur le reste de la saison. J'enchaîne avec Ricciardo, bien mieux que sur les dernières courses. Ricciardo, j'ai mis un 14 sur 20. Très prometteur aussi, 6ème de la course. C'était déjà prometteur en qualification devant Norris, encore devant Norris en course. Bon, dommage, les petits zigzags. Parce que bon, il a défendu, on va dire, un petit peu trop violemment à mon goût, à certains moments. Et puis le coup des zigzags, c'est intéressant en IndyCar. Je pense que ça a beaucoup moins d'intérêt en Formule 1. Mais du côté de Ricciardo, oui, un bon Grand Prix. Il commence peut-être enfin à maîtriser sa voiture. Parce que jusqu'à maintenant, la difficulté, c'était l'écart de performance avec Norris. Alors je pense qu'il y a encore du travail.
Faut pas croire que du côté de Ricciardo, tout est sauvé. Mais bon, on sait que Monaco, c'est un pilote qui adore Monaco, Ricciardo, il pourrait peut-être nous faire un coup. Et puis, bon, à partir du Grand Prix d'Autriche, peut-être, Autriche, Grande-Bretagne, ça ira peut-être beaucoup mieux pour Daniel Ricciardo. Mais j'ai trouvé qu'il y avait du mieux sur ce week-end de course pour le pilote australien, et ça fait du bien de le revoir aux avant-postes. Maintenant, on passe aux pilotes qui ont fait un week-end moyen. 3 pilotes à 12 sur 20. Je commence avec Carlos Sainz. Grand Prix où il fait le travail. Carlos Sainz, il fait 7ème. C'est ce qu'on attend, on va dire, normalement d'une Ferrari aujourd'hui, je pense. Mais ce qui me gêne un peu, c'est l'écart avec son équipier. 20 secondes quand même à la fin du Grand Prix. Pourtant, il y a eu une safety car. Sainz a pourtant, je pense, une stratégie mieux élaborée que celle de Leclerc. Donc, du côté de Carlos Sainz, ouais, on attend encore un peu mieux du pilote espagnol. Ce qu'a dit Jean Alesi à Canal+, c'est que Sainz est très motivé. Ça, c'est bien parce qu'il aurait pu se démotiver au bout de 2-3 courses un peu difficiles. Il est toujours motivé. L'avantage également d'être chez Ferrari, où c'est souvent un rêve pour beaucoup de pilotes. Soutenu encore par son père. Ça, de toute façon, les deux sont comme cul et chemise, donc c'est toujours, ils sont toujours ensemble. Mais du côté de Carlos Sainz, oui, il faut encore trouver du rythme en course. Mais je suis assez confiant pour le pilote espagnol. Il marque quand même des points. C'est ce qu'on lui demande aussi. Norris 12 sur 20, dommage, il remerciera Mazepin. Mais j'ai l'impression que le rythme de course était aussi un peu moins bon que celui de Ricciardo. 12 sur 20, vous allez me dire, c'est peut-être sévère, mais on attend tellement de Norris que, par rapport à son début de saison, que c'est vrai que là, c'est quand même un peu moins bien du côté du pilote britannique. Après, il s'est pas énervé. J'ai trouvé très calme pendant tout le week-end. J'ai trouvé très posé encore le pilote anglais. Donc c'est une petite déception. C'est un Grand Prix moyen, mais il marque quand même des points. Il termine bien son Grand Prix aussi en dépassant nos 2 pilotes français. Donc voilà, c'est dommage ce petit écart par rapport à son équipier. 12 sur 20 également pour Perez. Week-end plus compliqué de la part de Perez, mais il marque des points. C'est ce qu'on lui demande aussi, il finit 5ème. Ça permet de consolider beaucoup plus facilement la 2e place au classement constructeur pour Red Bull. C'est également de l'argent, la 2e place au classement constructeur, et de la visibilité. Du côté de Perez, il faut travailler le niveau de performance. Sur un tour, notamment en time attack, c'est un peu léger en qualification. Et en course, comme il s'élance de loin en qualification, on disait qu'il avait mal au bras. Peut-être un syndrome d'éloge pour notre ami Sergio Pérez, mais il se qualifie trop loin aujourd'hui, Pérez. Il n'est pas encore assez à l'aise dans la voiture. Je pense qu'il faut qu'il adapte encore son pilotage pour se rapprocher de ce que fait Verstappen. Après, je ne mets pas en dessous de la moyenne non plus, parce que du côté de Pérez, ne pas négliger qu'il fait quand même un meilleur boulot que faisait, selon moi, Albon, et ce que faisait Pierre Gasly. Il est beaucoup plus régulier que ces 2 pilotes-là. En 4 Grands Prix, je trouve qu'il a déjà fait du meilleur boulot que ces 2-là. Donc, c'est pas mal. 3 pilotes moyens. Et oui, j'ai fait comme la dernière fois, j'ai pas écrit mes notes dans l'ordre. Pardon, je voulais déjà signaler 11 sur 20 pour Schumacher, 50 secondes par rapport à Mazepin. Pendant très longtemps en bagarre également avec les Williams. La stratégie n'était pas idéale pour Schumacher, mais je trouve qu'il est de plus en plus à l'aise avec la voiture. Il fait de moins en moins d'erreurs également. Très bon départ de Schumacher. C'était déjà le cas en F2. On se souvient, c'était là-dessus où il forchait souvent ses courses, mais là il a pris un très très bon départ. Je crois qu'il gagne 3 places au premier tour. Donc la procédure de départ s'est améliorée. Et Schumacher, je pense qu'il a besoin d'avoir un bon départ pour bien se sentir en course. Des défenses
un peu énervé. Il défend comme son père en fait. Là, c'est totalement son père. Le coup de volant assez brutal, c'est ce que faisait son père, hein. Parce que bon, Villeneuve dit que c'est comme un pilote de F2. Bon, il a oublié RS en 97, Jacques Villeneuve. C'est un gros coup de volant ce coup-là, mais il défendait comme son père. Bon, c'est peut-être comme ça qu'il lui a appris aussi à conduire en karting. Donc c'est un peu violent. Après, il met un coup de volant, mais c'était pas non plus dans des zones de freinage. Donc c'est viril, mais pour moi c'est totalement correct, hein, ce que fait Mick Schumacher en termes de défense. 3 pilotes à 10 sur 20 pour des raisons différentes. Je commence avec Bottas. Bottas, c'est compliqué à défendre, hein. Le niveau de performance, c'est pas là. Il finit quand même à 10 secondes de Verstappen. Verstappen avait des pneus morts. Il finit à 30 secondes de Lewis Hamilton. Il n'y a pas de rythme en course de la part de Bottas. Il n'a pas de rythme, le pilote finlandais. Donc là, je sais pas trop quoi dire, mais c'est fou parce que vendredi, samedi, l'écart de performance est assez minime entre les deux pilotes. Il est dans le coup, hein. Et le dimanche, il n'y a plus rien. J'ai l'impression que les lumières sont complètement brouillées. Et c'est ça depuis qu'il est arrivé chez Mercedes. Mais même chez Williams, il avait souvent des dimanches bien plus décevants que son début de week-end. Je ne sais pas quoi d'autre. Il est motivé par Toto Wolff. Toto Wolff le motive énormément. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Il faut qu'il travaille son rythme de course, tout simplement. Est-ce que c'est un problème au niveau de la gestion des pneus? C'est peut-être ça. J'ai l'impression qu'il tape un peu plus dans les pneus que Hamilton, mais ouais, c'est quand même frustrant quoi, pour un pilote comme Bottas. Alors heureusement, il a repris la 3e place au championnat pilote. J'ai mis 10 sur 20 Stroll, week-end où il peut pas faire beaucoup mieux. Stroll, dommage en qualification. Voilà, je pense qu'il pouvait faire un peu mieux, Lance Stroll, mais très clairement, chez Aston Martin, pour le moment, on n'a pas le rythme et on ne sait pas comment faire pour trouver le rythme pour Lance Stroll, mais ça passe quand même pas très loin de Q3. Mais le rythme de course, là aussi, n'est pas là. La Aston Martin a un vrai problème en rythme de course. Et 10 sur 20 également pour Russell. Là encore, on le sait qu'il est très bon en qualification, Russell. Moi, j'aimerais qu'il soit meilleur en rythme de course. Alors, est-ce que c'est la Williams? Peut-être. Parce que c'est vrai que la Williams, je pense, a fait énormément travailler ses pneus. La Williams, de base, n'a pas de grippe mécanique. Vous le voyez, hein, c'est la voiture qui, je pense, a le plus de petites ailettes pour tenter d'appuyer la voiture au sol. Donc quand on a autant d'ailettes sur la voiture, c'est qu'on n'arrive pas à obtenir du grip avec le moteur ou avec les suspensions. Donc il y a un problème de ce côté-là, du côté de la Williams, et il y a un domaine dans lequel il faudra travailler pour les prochaines voitures, parce que je ne pense pas qu'ils fassent évoluer énormément cette voiture-là en 2021. Mais du côté de Williams et du côté de Russell, on aimerait que le rythme de course et le rythme des qualifications soient un peu plus en corrélation. Et aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas le cas. On passe au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne. Alors bonnet d'âne au pilote moyen, c'est Vettel, 9 sur 20. Rapidement pour Vettel, il est en retrait par rapport à Lance Stroll, un niveau de performance un petit peu inférieur. Je trouve également que sur ce week-end-là, Lance Stroll a repris un petit peu le pas par rapport à Sébastien Vettel. Meilleure stratégie, me semble-t-il, chez Vettel que chez Lance Stroll. Au niveau des arrêts au stand, on les a fait au meilleur moment pour Vettel par rapport à Lance Stroll. C'est dommage, le rythme de course, il a l'air d'être un peu plus en difficulté avec Lance Stroll, mais l'écart entre les deux est quand même de 8 secondes. J'ai l'impression quand même que du côté de Vettel, il y a du mieux et qu'on est qu'on travaille pour être sur le bon chemin. Et peut-être que là aussi, à partir du Grand Prix d'Autriche, du Grand Prix de Grande-Bretagne, Vettel sera au niveau de Lance Stroll, un petit peu comme pour Ricciardo. Je passe aux 2 pilotes à 8 sur 20. Alonso, Giovinazzi. Je vais commencer avec Alonso, 8 sur 20. La stratégie était mauvaise. Stratégie de course très mauvaise de la part d'Alpine. Alors ça a failli jouer des tours à Ocon. Bon, pour Alonso, il finit 17ème. Il finit derrière les 2 Williams, derrière Giovinazzi. Stratégie totalement ratée. Donc je mets 8 sur 20, je vais pas mettre en dessous. Certes, il tape trop dans les pneus avant. On l'a vu, il a des pneus qui sont plus usés.
Je pense qu'il est à l'aise avec les pneus durs et qu'il a du mal avec les pneus soft. Il a du mal encore en contre-la-montre en contre-la-montre. Bon, ça c'est le cyclisme. Il a du mal en qualification. Déjà, c'est un pilote qui n'a jamais été le meilleur en qualification non plus. Alonso, c'est plutôt un pilote qui est performant le dimanche. Mais il y a quand même un écart de performance sur un tour entre Ocon et lui qui est un peu trop important, je trouve. Après Alonso, voilà, il y a du travail, on l'avait dit, ça allait être quand même pas facile pour lui parce qu'il revenait de 2 ans sans avoir fait de Formule 1. C'est aussi une piste où il avait peu roulé en Catalogne. C'est pas une piste qui est empruntée par le championnat du monde d'endurance, notamment, donc il faut aussi se remettre en tête ce circuit. Bon, voilà, dommage pour Fernando Alonso, je pense qu'il y avait... ça aurait peut-être pu être mieux s'il y avait une meilleure stratégie du côté de Giovinazzi, 8 sur 20. Bah là, pareil. Il a quand même une meilleure note que son équipier, c'est dommage. Le pneu crevé sur l'arrêt au stand. Et en plus, il l'arrête au mauvais moment. Donc, je ne vais pas non plus énormément le pénaliser. Pour moi, c'est Alfa Romeo qui a raté sa stratégie avec Giovinazzi, qui a arrêté le pilote au mauvais moment. Donc pour moi 8 sur 20 parce que c'est le rattrapage, on va dire, c'est la note un petit peu du rattrapage pour le bac. C'est pas catastrophique, mais c'est pas suffisant. C'est dommage parce qu'en plus l'Alfa Romeo avait l'air d'avoir un bon rythme et je pense que c'est une voiture qui aurait peut-être pu récupérer un point, le point de la 10e ou les points de la 9e place. Raikkonen 7 sur 20, pour moi il est en retrait par rapport à Giovinazzi sur ce week-end de course, même s'il finit devant en course. Il est en retrait en termes de rythme. Du côté de Raikkonen, c'est un Grand Prix encore, on va dire sans histoire, mais bon, on pourrait s'attendre à mieux de la part de Kimi Raikkonen. Et surtout, je pense que du côté de chez Alfa Romeo, on attend beaucoup mieux. Voilà, c'est décevant pour Raikkonen, mais là encore, il n'y a pas grand-chose à dire sur le Grand Prix du Finlandais. Je pense que du côté de Raikkonen aussi, il y avait un problème de gestion de pneus. Il attaquait très très fort dans le premier secteur. Il était très rapide. Et puis après, dans le secteur 2, dans le secteur 3, ça n'allait plus. Peut-être aussi c'est une question de réglage. Ils avaient décidé peut-être de débraquer un peu plus l'aileron. J'ai pas regardé. Déjà, l'Alfa Romeo n'a pas été longtemps visible en piste. Et j'ai pas fait gaffe à l'aileron arrière. Si ils avaient décidé de mettre un aileron arrière un peu plus plat. Mais ce qui, forcément, en gain de vitesse de pointe, a des conséquences sur l'adhérence dans le secteur 2, dans le secteur 3 qui sont plus techniques. On passe à Latifi 5 sur 20 en retrait par rapport à Russell. Je ne vais pas dire grand chose d'intéressant sur Nicolas Latifi, mais il va falloir vraiment qu'il se réveille, je trouve, parce que ça commence à être très inquiétant. L'écart avec Russell, qui pourtant pour moi n'a pas fait une excellente course, était vraiment important pendant tout le week-end. Je dirais que c'est le duo de pilotes le plus déséquilibré avec Schumacher et Mazepin. Je passe également à Tsunoda, 5 sur 20. Bon, bah, déjà pas aidé avec le moteur, mais de toute manière, il n'était pas là en qualification, éliminé dès la Q1. Ce que je ne supporte pas en plus en ce moment avec Tsunoda, c'est son attitude, c'est à rigoler dans tous les sens. À sa place, j'essaierai d'être humble. Et ça, c'est là où on voit son manque d'expérience. Il arrive en Formule 1 avec peu d'expérience sur la course en Europe. Et tous les bons points qu'il avait marqués à Bahreïn ont déjà disparu. Et là, il est plutôt à moins 5 ou moins 10 points, on va dire, dans l'estime de certains pilotes. Je pense qu'il n'est pas assez bien entouré également, Yuki Tsunoda. Ça serait pas mal qu'il soit entouré par un ancien pilote japonais qui connaît un petit peu les paddocks européens. Imaginons Aguri Suzuki ou Kobayashi ou un pilote comme ça, parce que je trouve que ça lui manque énormément d'avoir une sorte de mentor qui a déjà connu la Formule 1 et qui sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Du côté de Tsunoda, je pense que ce qui lui manque, c'est de l'entourage. Et puis Mazepin, 1 sur 20. J'ai pas mis 0 sur 20, j'ai mis 1 sur 20 parce que là, il n'y a que 50 secondes d'écart entre lui et Schumacher. Voilà, j'ai décidé d'être gentil sur Mazepin. Bon, il n'a pas respecté les drapeaux bleus. Il a niqué le tour de Norris en qualification. Il a failli provoquer plusieurs accidents. Bon, bah voilà. Mazepin a fait du Mazepin. Ce qui est quand même incroyable avec Mazepin, c'est qu'en GP3, j'ai pas souvenir qu'il était aussi fou que ça. Ça arrivait en F2. Pendant sa saison chez ART qui s'était pas bien passé, et puis chez Hightech l'année dernière. Mais de toute manière, moi je savais qu'il n'était pas mature. Donc, s'il y a les gens qui sont surpris en fait de Mazepin, c'est les gens qui ne regardaient pas la F2. Je dis, il faut toujours regarder la F2, les catégories inférieures.
parce que tu repères les défauts que tu vois chez les pilotes en catégorie inférieure, souvent tu les retrouves en Formule 1. Dans le cas de Mazepin, un pilote complètement fou, il était déjà complètement fou en F2, Mazepin, mais je crois pas me souvenir que c'était le cas en GP3. Il y a un moment, il y a un truc qui s'est passé dans son cerveau. Les neurones se sont déconnectés, je ne sais pas comment ça s'est passé. On passe au classement pilote tout de suite à l'écran avec Lewis Hamilton qui est en tête du championnat du monde avec 14 points d'avance désormais sur Max Verstappen. Il a creusé un petit peu l'écart, il faudra que Max Verstappen gagne. Ça serait intéressant qu'il gagne à Monaco pour le prochain Grand Prix dans 15 jours. Valtteri Bottas est 3e à égalité de points avec 6 points d'avance sur Lando Norris. Lando Norris qui voit revenir sur lui Charles Leclerc qui est à 1 point, qui est très régulier depuis le début de saison. Charles Leclerc, aucun abandon, c'est également à notifier. On retrouve ensuite Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, les 2 Français Esteban Ocon, Pierre Gasly avec 8 pour Pierre Gasly et 10 points pour Esteban Ocon. Fernando Alonso est 12e, Yuki Tsunoda est 13e, et donc vous avez encore de nombreux pilotes qui n'ont pas marqué de points, dont Raikkonen, Vettel, Schumacher ou encore Mazepin. On passe au classement constructeur. Du côté du classement constructeur, Mercedes est devant et Mercedes commence à prendre beaucoup de points à Red Bull Honda. 141 points pour Mercedes. Red Bull est donc désormais à 29 points. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. On retrouve ensuite McLaren qui a 5 points d'avance sur Ferrari. Alpine à 15 points, AlphaTauri à 10 points, 5 points pour Aston Martin, 0 pour Alfa Romeo, Williams et Haas. On se retrouve donc dans 15 jours pour faire le débrief du Grand Prix de Monaco. Il y aura d'ici là le Grand Prix de la F3. Le débrief de la F3, il y aura également le débrief de la MotoGP avec le Grand Prix du Mans. Ça sera courant de la semaine, la F3, parce qu'en ce moment il y a aussi le Giro. Il y aura les audiences également, et ça va être donc un petit peu compliqué pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis nous on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur la Meg Production. Ciao ciao.